Bonjour. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour m'entendre et j'espère que je vais tenir la distance. Si la compétence était une mode, eh bien, ça ferait longtemps qu'elle dure. Or, on sait que ce qui caractérise une mode, c'est que c'est ce qui vieillit le plus vite. Elle dure rarement plus d'un an ou deux. Or, on commence à parler de compétences dans les années, fin des années 60, début des années 70. Moi, j'ai une définition de la compétence extrêmement sommaire qui va donc déplaire à tous les spécialistes. Comme beaucoup de définitions de mots que j'utilise, je regarde simplement comment le mot est fait, puis je me dis que ça me satisfait. Donc, compétence, avec ça, je peux. C'est pour moi pas plus difficile que ça. Si vous êtes compétent à quelque chose, ça veut dire que vous pouvez quelque chose. Vous pouvez faire la chose que vous prétendez faire. Pourquoi ce concept de compétence émerge à ce moment-là ? Eh bien, pour la même raison que l'on va parler ce matin de richesse humaine. Et non plus de ressources humaines. Ce qui a caractérisé l'après-guerre, c'est une période qu'on appelle les 30 Glorieuses. Et on croit beaucoup que ces 30 Glorieuses sont liées au fait que c'était après la guerre. Et que donc il y avait plein de choses à faire. Vous savez, je vous signale que s'il y a eu les années folles après la guerre de 14, ça n'a pas été tellement glorieux sur le plan de la production, de la natalité, etc. etc. Donc, ce n'est pas forcément la guerre qui produit ce genre de choses. En plus, il y a des longues périodes de paix qui sont des périodes de prospérité. Moi, je crois qu'il y a une autre raison à ce phénomène. Jusqu'aux années 50, on vivait dans un monde dont on pouvait prévoir comment il était organisé, comment il devait être organisé, quel type de machines on utilisait, quel type de savoir sur lesquels on devait s'appuyer, quel type de besoins il fallait satisfaire, quel type de grands problèmes il fallait résoudre. Et donc, les humains maîtrisaient le temps, quelque part. Ils pouvaient, d'ailleurs, ils en étaient les spécialistes, l'humain agitait le monde en permanence. Il voulait toujours que le monde soit différent. Vous avez remarqué que, par exemple, des organisations tout à fait honorables, comme des organisations syndicales ou politiques progressistes et tout, à cette époque-là, voulaient que le monde change, voulaient avoir des nouveaux droits, des nouveaux modes d'organisation, etc. Aujourd'hui, ils veulent que ça ne change pas. Ils veulent garder les acquis, ils veulent résister à la dégradation et tout. Pourquoi ? Parce que dans la période des 30 Glorieuses, c'était une période assez agréable, par contre. Dans l'ensemble, le monde évoluait à la vitesse à laquelle on formait les gens pour vivre dans ce monde. On avait toujours l'impression d'être dans l'actualité. On avait toujours l'impression qu'on était les acteurs de ce qui se passait, et que ce qui se passait, ça se passait en direct. On participait à la fin de la guerre d'Algérie, on participait à la naissance des nouvelles musiques, des nouvelles mœurs, des réformes de l'université, etc., etc. On était dans le temps. Et puis maintenant, ce qui nous caractérise fortement, eh bien, c'est que le monde va beaucoup plus vite dans son évolution que notre capacité à évoluer. On est toujours dépassé sur le plan des savoirs, on est toujours dépassé par les technologies, on est toujours dépassé par les événements, on est toujours à essayer de se raccrocher à un train qui va plus vite que nous. Et donc on vous dit, eh bien, il va falloir vous adapter en permanence à la vitesse du monde. Ça a donné une interprétation qui me semblait extrêmement dangereuse, qui serait une obligation à se former tout au long de la vie. Il faut éclaircir ce terme, qui est un terme important. Il est d'autant plus important pour votre université que vous savez que votre université a gagné, celle de Grenoble-Alpes, un très important programme d'investissement d'avenir qui s'appelle Flexi FTLV, c'est-à-dire mettre de la flexibilité pour arriver à faire une formation tout au long de la vie. Ça doit complètement renouveler le concept de formation. Parce que si la formation reste toujours ce qu'elle a été, à savoir l'ingestion de savoirs nouveaux,
par des méthodes dites de transmission de savoir du maître qui sait vers le pauvre étudiant qui ne sait rien, eh bien, ça va poser des gros problèmes parce que la majorité des jeunes sont quand même saturés par le fait qu'en permanence, il faut qu'ils apprennent selon ces méthodes-là. Si on leur dit « bonne nouvelle, ça va durer tout au long de la vie », il est probable qu'ils ne vont pas être très contents. Donc j'aimerais très rapidement dire qu'il faut repenser le concept de formation et lui donner une dimension que la musique et le sport identifient très bien. La formation, c'est 3 choses importantes. Évidemment, des acquisitions de savoir et de technologie. Mais aussi beaucoup d'expérimentation et de jeu. Zidane, il n'est pas devenu le footballeur qu'il est parce qu'il connaît la mécanique du ballon. Mais simplement parce que c'était un mauvais élève et au lieu d'aller à l'école, il passait des heures et des heures et des heures et des heures à taper dans un ballon. Au même titre qu'un grand pianiste passe des heures et des heures à faire du piano, du violon, un danseur, etc., etc. La formation, c'est aussi la répétition, l'investissement affectif, etc. Mais il y a un 3e sens qui, moi, m'intéresse beaucoup plus, qui est le sens que donne le sport à ça ou la musique. C'est qu'en musique, une formation, c'est avant toute chose un ensemble d'individus qui font des choses ensemble. Et ça change complètement le regard. Pourquoi ? Parce que si le monde va très vite et évolue très vite, on peut être désespéré de le suivre tout seul à la vitesse où il évolue. Mais si par contre on se met ensemble, chacun avec son rythme propre, ses moyens propres, ses qualités propres, ses compétences, ses connaissances, alors peut-être qu'on va réussir à harmoniser quelque chose qui va faire que ce monde que nous, multiplicité d'humains, fait évoluer à cette vitesse-là, d'autres multiplicités d'humains arriveront à s'y adapter. Je suis devant des gens qui viennent d'IUT, donc je suppose qu'il y a un certain nombre d'IUT de culture scientifique. Ce que je vous dis, c'est quelque chose que les mathématiciens savent depuis le milieu du XIXe siècle, mais que les sociologues aussi savent depuis le milieu du XIXe siècle. Grâce à 2 personnages que l'ironie de l'histoire, dont un qui est très lié à Grenoble et l'autre qui est très lié à Besançon, ont appelé exactement du même nom, à savoir Fourier. Alors je ne sais pas s'il y a un R ou 2 R, parce que s'il y a une compétence que je n'ai pas, c'est bien celle de l'orthographe. Alors, dans un cas, il s'appelle Charles, et il est byzantin, et dans l'autre cas, il s'appelle Joseph, et il est grenoblois. Joseph, il montre quoi ? Il montre que si vous prenez une courbe aussi irrégulière qu'elle soit, avec des courbes bien régulières, qui peuvent être des sinusoïdes dans le cas de Fourier en particulier, mais dont on a démontré qu'elles pouvaient être à peu près n'importe quoi, eh bien on va pouvoir approcher, si on en prend suffisamment, toutes les irrégularités de la courbe donnée. Donc vous voyez la métaphore. Si vous prenez suffisamment d'individus différents, sans trop les contrarier, ensemble, ils vont pouvoir faire des choses extrêmement variées. C'est le fondement de la gestion des hommes dans une organisation, qu'elle soit de formation, de production, de conseil, etc., ou de politique, puisque s'il y a bien un monde qui bouge en permanence, c'est celui-là. Charles, il fait la même chose avec les hommes, à travers, ici on a ce qu'on appelle des séries dites de Fourier, et celui-là avec ce qu'on appelle des phalanstères. C'est très intéressant. Les phalanstères, c'est quoi ? C'est le nombre minimum d'humains qu'il faut pour que, sans les contrarier dans leurs vices et dans leurs qualités, ils puissent vivre ensemble en paix. Ce qui est formidable chez cet homme, c'est qu'il tient les vices pour l'équivalent des qualités. Ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est de bien calculer comment on va pouvoir les arranger. Ça nous instruit d'une chose, c'est que ce qu'on peut prendre pour un défaut à un moment donné peut être une qualité à un autre. Vous savez que dans un groupe d'individus, quelqu'un qui est absolument insupportable, au moment où tout le monde dort, eh ben, il peut quand même avoir un effet de réactivation de l'intérêt qui peut être extrêmement intéressant. Fourier, il illustre ça à propos
du nettoyage et des ordures en disant que, par bonheur, les petits-enfants entre 3 et 5 ans aiment beaucoup la saleté, eh ben, ils vont être extrêmement utiles aux sociétés parce qu'on pourra les mettre sur les tas d'ordures où ils iront trier les affaires. Vous voyez que cet homme ne manque pas d'ironie dans l'exploitation des compétences. Pourquoi des richesses et non plus des ressources ? À partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que les initiatives qu'on prend dans le monde ne dépendent plus d'impératifs qu'on a fixés à l'avance et qu'on a prévus comme on pouvait le faire à l'époque de Taylor, de Ford, de Fayol et de gens de ce type-là, mais que d'une certaine façon, hormis les gens qui sont dans le monde, personne n'est maître de l'évolution du monde. Et donc c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer si on veut pouvoir faire prospérer le système, puisqu'on ne va pas pouvoir le coder à l'avance. C'est donc ce qui va être au fondement des organisations, l'humain. Vous voyez qu'autrefois, vous prévoyez des systèmes mécaniques, des systèmes organisationnels extrêmement rationnels, et puis quand la rationalité ne fonctionnait pas, vous faisiez quoi ? Vous preniez une chose qui allait vous remplir le trou que votre rationalité n'était pas capable de faire fonctionner. Il y a une affiche extraordinaire sur ça que tout le monde connaît, c'est Charlot dans l'affiche des temps modernes. Charlot, très exactement, et alors qu'il y a 2 maillons de la chaîne qui ne marchent plus, il est là en train de tenir les 2 maillons. Il est la ressource qui permet au système de fonctionner. Ce qui s'est inversé dans les années, à partir des années 60, 70, et encore en ce moment, il y a encore des entreprises qui résistent et d'autres qui ont passé le pas, et on peut dire qu'elles sont rentrées dans des dynamiques différentes, eh bien, c'est le fait que les machines, les modèles organisationnels sont maintenant les ressources qui servent à faire en sorte que cette richesse humaine soit le mieux magnifiée possible, soit le mieux exploitée possible. Mais non plus exploitée au sens qu'on employait de façon péjorative au XIXe siècle, mais exploitée au sens qu'on peut donner, par exemple, quand on est jardinier et qu'on exploite une terre, on essaie de la cultiver le mieux possible pour pouvoir lui faire rendre le plus de qualité et de fruits possible. Cette métaphore nous instruit encore sur la fonction et le mode d'organisation de la formation aujourd'hui, à travers des concepts comme la permaculture. Essayez de faire de la permaculture éducative. Vous verrez, c'est très très inspirant. Vous verrez l'intérêt qu'il y a à mélanger les disciplines, à mélanger les méthodes, à mélanger les acteurs, et à faire en sorte de penser de façon très exacte que vous n'avez jamais fait pousser une plante ni grandir une plante en tirant dessus. Et réfléchissez bien à toutes ces pédagogies qui consistent à tirer sur l'enfant ou sur l'étudiant au prétexte qu'il faut qu'il grandisse. Si vous voulez qu'il grandisse, arrosez-le, engraissez-le, mettez-le dans un climat d'assistance, mélangez les tomates avec les fraisiers et avec les pieds de basilic, et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, de lui-même, il porte en lui-même quelque chose qui le fera croître. Donc vous voyez, on a eu une substitution, un renversement de la richesse vers la ressource. Les modes de production, les appareils de production, les systèmes de financement qu'on prenait pour les richesses d'entreprise sont devenus des richesses, des ressources qui exploitent les nouvelles richesses qui sont les humains. Et c'est pour ça que j'aime passer des RH aux RH, des ressources humaines aux richesses humaines. Si on a des richesses, eh bien clairement, ces richesses, c'est quoi ? Eh bien, c'est le stock des compétences et des connaissances que les individus mettent à disposition de l'organisation pour que cette organisation performe le mieux possible. Donc, ces richesses ont de la valeur. Le problème, c'est que cette valeur, on ne la voit pas. À l'heure actuelle, on ne voit les valeurs que si elles peuvent avoir un équivalent financier. Une monnaie.
C'est quoi une monnaie? D'abord, monos, ça veut dire que c'est quand vous l'avez pris, il n'y a que celle-là, il n'y en a pas une autre. Parce qu'en fait, le régime de la monnaie est unique. Ce qui est bien dicté par le fait que l'idéal d'une monnaie, c'est qu'elle soit convertible avec les autres monnaies. Cette conversion, c'est un modulo qui fait que quelque chose part, on peut dire que l'ensemble des principes de la monnaie sont les mêmes pour tous et que donc ce régime est unique. Ce qui caractérise l'autre caractéristique de la monnaie, c'est que quelque part, elle n'a aucun usage possible sur le plan pratique qu'un usage interne à elle-même. C'est quels sont les usages de la monnaie? On peut la compter, on peut l'additionner, on peut la soustraire, on peut faire des bilans, on peut la stocker, on peut la céder, on peut la voler. Voilà, c'est ça. Mais vous ne mangerez jamais un billet de 500 €, mais ça ne vous fera pas un meilleur repas que de manger un billet de 5 € ou d'avaler une pièce de 10 centimes. Vous ne pourrez pas vous asseoir dessus, vous ne pourrez pas voyager avec, ça n'a aucun usage concret. Là, ça vous semble normal, parce que depuis tout petit, vous savez ça. Alors maintenant, si je vous dis, moi, les valeurs que je vais essayer d'attribuer aux compétences, eh bien, elles n'ont aucune compétence. En tant que telles, elles ne serviront à rien d'autre qu'à pouvoir être accumulées, représentées, stockées, même plus cédées. Parce que ce qui caractérise les objets concrets, ou le temps, c'est que quand vous le donnez, vous le perdez. Et c'est pour ça que le régime de ce qu'on appelle les biens, et j'insiste sur ce mot parce qu'il va bien me servir, c'est l'échange. Ça veut dire l'échange, c'est qu'il y a quelque chose qui change du fait qu'il sorte de vous. Ce qui change, c'est que vous l'avez perdu. Ou ce qui change, c'est que vous l'avez acquis. Or, vous êtes tous plus ou moins liés à l'enseignement. S'il y a des gens qui savent à quel point on ne perd rien à enseigner, c'est bien vous. Et que même en enseignant, en donnant son savoir, on le renforce, on en gagne d'autres, on le cultive, on le fait croître. Donc le mot qui est lié à quoi? Non plus au bien avec un X, mais au bien sans X. Le bien. Ça fait du bien. Ça satisfait. On est meilleur d'avoir appris. On est meilleur d'avoir compris. On est meilleur de pouvoir maîtriser quelque chose. Ce que produit l'acquisition de connaissances, c'est du bien. Ce que produit les maîtrises de compétences, c'est du bien. Ce bien, on ne le perd pas. Si je le gagne, je ne l'ai enlevé à personne. Il s'accumule de cet effet. Donc je ne l'échange pas, je le partage. Alors, la langue est traîtresse. Pourquoi la langue est traîtresse? Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent le mot partage, ils disent « oui, mais c'est pas bien parce que partager, c'est couper en morceaux, donc moi j'en prends une part. Et si moi j'en prends une part, ben les autres, ils n'ont pas cette part. » Ça, c'est pas le partage du bien, c'est le partage des biens. C'est pas du tout pareil. Moi, ce que j'entends, c'est que si je partage ma connaissance, eh bien évidemment, je la fais croître. Très rapidement, parce que je n'ai pas le temps d'aller au fond de ça, j'ai une conception extrêmement étrange de la connaissance. Elle est liée à un phénomène extrêmement simple qu'on partage tous et qu'on a tous vécu. Mais on ne s'en rappelle pas très bien. Un jour, vous êtes né.
ce jour de votre naissance, a fait émerger au monde un corps. Eh bien, avec ce corps est né quelque chose d'autre qui est votre connaissance. Étymologie vérifiée. Hein, j'ai besoin de le dire parce que ça semble tellement bête que j'ai besoin de dire que les plus grands savants de l'étymologie des langues latines confirment l'étymologie du mot connaissance de cette façon-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez avec vous une enveloppe qui va croître, du fait même des connaissances que vous acquérez, que vous cultivez au fur et à mesure que vous vivez. Et qu'à chaque fois que vous rencontrez un problème, eh bien, vous avez besoin d'une connaissance nouvelle pour surmonter ce problème. Vous êtes sorti du sein de votre mère, ce sein vous manque, il y a vraiment un gros problème, c'est dur, c'est pas bien, eh bien vous allez trouver une solution géniale en langue française, c'est que vous allez trouver un autre sein qui va vous nourrir. Première connaissance, manger. Avant ça, vous n'arriviez pas à respirer puisque vous n'aviez jamais respiré avant, vous avez hurlé la douleur de ne plus pouvoir vous oxygéner, en hurlant, en exprimant le problème, vous avez trouvé la première des connaissances avec ce cri primal, etc., etc. Et on peut dire que toute cette dynamique individuelle et collective est toujours un rapport à des situations problématiques que vous surmontez grâce à la connaissance. De cette façon-là, on peut dire qu'il y a une enveloppe qui va vous entourer, vous, et plus cette enveloppe sera importante, mieux elle vous protégera. Mais deuxième phénomène, plus elle sera importante, plus elle maintiendra des contacts à un monde de plus en plus divers, et donc plus vous aurez le sentiment que vous avez besoin de nouvelles connaissances, ce qui explique que les plus savants ont souvent le sentiment d'être extrêmement ignorants, alors que les plus stupides pensent toujours qu'ils savent tout ce qui est nécessaire. Si un autre personne arrive suffisamment près de vous, vous allez faire connaissance. C'est quoi faire connaissance? C'est partager une zone de connaissance, partager en commun le même type de problème et reconnaître qu'on en sert de la même façon. Faire connaissance a un autre sens qui nous intéresse beaucoup. C'est que faire connaissance, ça ne consiste pas à se dire « Tiens, j'ai eu la chance de faire connaissance avec Lionel Philippi, qui a été dans ma vie un grand événement. » Mais en plus, ensemble, de par nos différences de compréhension ou nos proximités dans le goût de certains vins ou de certaines nourritures, on a fabriqué une connaissance qui n'existait pas tant que je l'ai rencontré et tant qu'il m'est rencontré. C'est-à-dire, on fait connaissance, faire connaissance, c'est faire de la connaissance ensemble, ce qui explique qu'à partager la connaissance, ça c'est la part commune de nos connaissances, eh bien, elle est elle-même productrice de connaissances nouvelles. Connaissances qui fondent la plupart des compétences, c'est-à-dire la capacité à pouvoir faire. Tout ça, c'est très joli, mais personne ne peut le constater. Autant on peut constater la richesse en biens de X, Y ou Z en disant « Ah ben lui, il est très riche, il n'a que 2500 € de dette sur son compte bancaire. Celui-là, il est aussi assez riche, il a 4,5 milliards d'impôts à payer à la fin de l'année. » etc., etc. On peut évaluer et différencier des richesses grâce à ce nombre. On ne sait pas le faire avec les compétences, avec les connaissances, d'où l'idée d'un besoin de monnaie pour pouvoir montrer cette richesse. Alors, c'est cet espace de compétences qu'on a ensemble dans une organisation. J'estime que les rapports à la valeur sont de ce type-là. Vous avez au départ, parce que ça part toujours de là, des gens qui expriment des besoins. Par exemple, si vous êtes dans une organisation, on va dire une entreprise,
eh bien, il y a des projets d'entreprise que l'entrepreneur ne sait pas réaliser parce qu'il y a plein de problèmes qu'il ne sait pas résoudre. Il va donc exprimer ses besoins et il va essayer de les marquer avec la monnaie dont je vous parlerai tout à l'heure. D'un autre côté, il y a des gens qui sont des offreurs de compétences, qui représentent la richesse, qui vont donc investir leurs compétences en les signalant, en signalant l'existence et en signalant l'intensité, raison pour laquelle il faudrait mettre une monnaie. Vous pouvez dire, bah ça suffit. Non, la grande invention du système économique qu'on appelle le capitalisme, c'est que justement, ça ne suffit pas. Si on s'était contenté d'avoir des demandeurs et des offreurs, à partir de ce moment-là, vous avez des offreurs là et des demandeurs ici. Le demandeur exprime son besoin, l'offreur exprime sa richesse. Lui a intérêt à valoriser le plus possible son offre, celui-là a intérêt à valoriser le plus possible sa demande. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un sous-jacent, un autre intérêt, c'est que celui-là a intérêt à ce que la satisfaction de sa demande lui coûte le moins possible, et celui-là a intérêt à ce que la reconnaissance de son offre lui rapporte le plus possible. Et donc, clairement, on a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Donc, je dis, arrêtons cette illusion de pouvoir faire parler les uns avec les autres, les investisseurs et les entrepreneurs. Les fonds d'investissement servent à ça. C'est quoi des fonds d'investissement? Ce sont des capitaux qui, lorsqu'ils sont gérés honnêtement, permettent à ces fonds, que généralement pendant longtemps on a appelé ça des banquiers, et l'origine des banquiers, vous savez, question, la banque florentine a été inventée par les moines franciscains au XIIIe et XIVe siècle, parce que, comme vous le savez, cet ordre faisait vœu de pauvreté. Il a eu un tel succès qu'il est devenu très très riche. Donc, on faisait des donations et tout. Et donc, ils ne savaient pas quoi faire de cette richesse puisqu'elle était en opposition avec leur idéal. Et donc, ils ont inventé des structures auxquelles ils ont confié leur richesse pour qu'elles profitent au maximum à la prospérité, qu'il y ait de moins de pauvres et qu'il y ait de plus en plus d'élan. Donc, au départ, le banquier est vraiment un tiers de confiance. Il ne fallait pas trop faire confiance au roi de France, comme vous le savez, ça leur a coûté très cher. Et passons sur ce phénomène-là. Donc il y a un troisième type d'acteur qui vient ici, dont l'intérêt est tout à fait différent de celui des autres. Alors admettons que vous ayez ici des étudiants, que ici vous ayez un bassin d'emploi, qu'à un moment donné, les étudiants, ce qu'ils souhaitent quand même à un moment donné, c'est trouver du travail. Enfin, on peut l'imaginer. D'accord ? Et que les gens du secteur de l'emploi souhaitent trouver des richesses humaines pour résoudre le mieux possible et de façon plus performante les choses. On va avoir besoin d'experts pour faire en sorte que cette mécanique marche le mieux possible. Et c'est là que vous vous trouvez. C'est-à-dire que quelque part, ces experts, c'est par exemple les formateurs, c'est les enseignants. Pourquoi? Parce qu'ils viennent renforcer la richesse et l'ensemble des compétences. Mais c'est aussi des conseils en orientation, c'est des consultants, c'est aussi des gens qui vont aider à faire en sorte que les demandeurs expriment le mieux possible leurs besoins et que ces besoins correspondent à la réalité du potentiel humain existant. Ça peut être aussi des décideurs politiques qui, regardant les gaps entre l'offre et la demande, vont se dire qu'il est important de venir renforcer telle structure de formation ou de mettre en place tel type d'équipement qui va permettre aux entreprises
d'aller plus rapidement vers la réalisation de leur projet. Mais ils ont des statuts différents, ces gens-là. Ceux qui sont là ont un intérêt très fort à valoriser au maximum leurs compétences. Ceux qui sont là ont un intérêt à valoriser au maximum leur projet en tant qu'entreprise, entreprise de formation, de production, de communication, de ce que vous voulez. Et ceux qui en haut ont intérêt à magnifier et à valoriser le plus possible leur discipline, leur méthode, leurs ressources pédagogiques, la qualité de leur investissement, la qualité de leurs conseils, etc., etc. Et le but de tout le monde, c'est de valoriser. À travers deux types d'opérations, je dépose quoi? Eh bien, mes marqueurs de valeur de ce que j'ai. C'est-à-dire, je vais essayer de définir le mieux possible la représentation de mon besoin. Je dépose la représentation de ma richesse, la somme des valeurs de ma richesse. Je dépose la représentation des ressources que je propose, etc. Et en contrepartie, je retire. Je retire quoi? Eh bien, toutes les indications de valeur que m'ont apportées les demandeurs et les ressources. En tant qu'étudiant, je vois vers quoi je peux m'orienter. En tant qu'étudiant, je vois quel dispositif de formation je peux trouver. Donc vous voyez, le schéma, il est d'une extrême simplicité. C'est typiquement un schéma de capitalisation de connaissances ou de compétences selon le point de vue auquel on veut se mettre. Et il est la représentation du jeu d'intérêt. Et vous voyez que l'intérêt n'est pas une plus-value numérique. C'est ce que Yankelevitch appelle un inter-être. C'est-à-dire la chose dont je parlais quand je disais « je fais connaissance ». La plus-value du faire connaissance, de ce lien qui s'établit, c'est l'inter-être, ce qui est partagé par l'être que je suis et l'autre qui est là. Et la valeur de cet inter-être, je vais essayer de lui donner un système de représentation. Donc, c'est extrêmement sommaire, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais le temps gagne. En fait, ce qui est au cœur de tout ça, c'est la notion de problème. Pourquoi? Parce qu'on l'a tous vu, on est maintenant, par rapport à il y a quelques décennies, voire quelques siècles, dans des situations qui ne sont plus jamais statiques. Nous sommes typiquement comme des gens sur un vélo. Prenons le vélo pour l'assimiler à une situation dans laquelle on est. Cette situation n'est jamais stable toute seule. Si vous prenez un vélo et que vous essayez de le faire tenir en équilibre en lui disant « tiens en équilibre », eh ben, un vélo est désobéissant, il ne tient pas en équilibre. Hein, d'accord? Donc, ou à moins qu'il soit sourd. Hein. Le fait est qu'il ne fait pas ce que vous aimeriez qu'il fasse. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va se mettre en équilibre à partir du moment où on va lui adjoindre quelque chose qui semble superflu pour beaucoup de gens, qui s'appelle un être humain, ou un singe savant. Il y a des singes, voire même des chats. Bref, du biologique. Cette chose complètement instable qui bouge tout le temps, qui change d'avis, qui est irascible, qui est contrarié, etc., etc. Ben, si on l'associe à un vélo, on augmente considérablement les chances de voir le vélo tenir en équilibre. Et même plus ça ira vite, plus l'équilibre sera stable. Donc je trouve que la métaphore est assez riche d'enseignement. Elle est riche d'enseignement pour plein d'autres problèmes. Je vous recommande d'y penser toujours quand on vous dit « Et qu'est-ce que tu penses, toi, de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu crois qu'on va être perdu devant ça ?» Non. Ça ne marche pas, l'intelligence artificielle, s'il n'y a pas avec partout l'intelligence naturelle. Ça se sous-performe complètement. C'est horriblement onéreux pour un profit extrêmement faible. Par contre, si vous considérez que c'est un instrument
alors vous pouvez faire de la musique avec. Vous voyez, mais vous n'avez jamais vu un piano faire de la bonne musique tout seul, si vous ne mettez pas un pianiste dessus. Eh ben, il en sera pareil pour tous les outils à venir, comme de tous les outils passés. Les gouges ne font pas peut-être seules les statues, il faut un sculpteur pour les utiliser. D'accord ? Donc, on est dans cette situation où on est dans la dynamique, ça va bien, et tant que ça va bien, il n'y a pas besoin de compétences. On ne réclame rien, ça suit son cours. Le fait est qu'à un moment donné, eh bien, il vous arrive des incidents. Par exemple, votre roue se prend dans une rame de tramway, un rail de tramway. Assez désagréable pour ceux qui croient que si on connaît parfaitement la direction à suivre, le mouvement va être facile à gérer. Je recommande à tout le monde d'essayer de faire du vélo dans un rail de tramway pour voir à quel point c'est performant. On n'est pas forcé d'être aussi stupide que ça. Disons que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on rencontre un obstacle, une chose qui est devant vous et qui vous empêche d'avancer. Et bien, ce qui vous empêche, en grec, on appelle ça bléma. Et comme c'est vous, devant vous, ça vous empêche, et bien on appelle ça devant, bléma. Un problème, c'est tout ce qui empêche le mouvement de perdurer. Les résistances, les obstacles, les oppositions. Heureusement que la caméra, elle doit avoir du mal. Hein. Je viens d'y penser, je suis désolé. Voilà. Les oppositions, etc., etc. Et donc, c'est là que votre connaissance va servir à quelque chose. En permanence, vous allez avoir besoin de surmonter les difficultés. Au même titre que les biens n'ont de la valeur que si quelque part il vous manque, eh bien, les compétences n'ont de la valeur que parce qu'à un moment, il y a un manque de compétences, c'est-à-dire un problème. Donc je fais le pari, et là on rentre vraiment dans les hypothèses de la méthode que je propose, avec lesquelles vous pouvez très bien ne pas être du tout d'accord, de dire que finalement les points fixes qui vont permettre d'attribuer une valeur, d'attribuer un repère, un signe à une compétence, ce sont les types de problèmes que cette compétence est capable de surmonter. L'avantage qu'a ce système-là, il est double. Un, contrairement aux compétences et aux connaissances qui sont infiniment variées, et qui, même quand on croit les avoir cernées très exactement dans une description, sont incarnées de façon différente par les êtres humains. Prenons un exemple que tout le monde connaît, qui est par exemple un truc absolument élémentaire, comme le théorème de Pythagore. On peut croire que tout le monde est d'accord sur la compétence à utiliser cet énoncé pour en faire quelque chose. Eh bien, vous mettez 2 profs de maths à parler de ce sujet-là au bout de 2 minutes, ils se débrouilleront pour ne pas être d'accord et dire « Ah non, moi je fais plutôt comme ça, et moi je fais plutôt comme ci. » Et un élève dira « Ah non, mais lui il a raison, mais moi c'est pas du tout comme ça que ça se passe, etc. etc. » Donc, si vous rentrez dans les arcanes de la description et de ce qu'est la compétence, c'est exactement la même discussion et en pire sur quel est le plus beau fauteuil qu'on peut acheter avec un billet de 100 €. Ah ben moi, je préfère aller à la salle des ventes et prendre un truc Louis XVI. Ah non, moi, je ne suis pas d'accord, je vais chez Habitat faire ça. Ah non, moi, je ne suis pas d'accord, je fais les vides-greniers. Ah non, moi, je préfère du Voltaire au Louis XVI, etc., etc. Vous voyez, dès que vous touchez à la richesse elle-même, elle est tellement dépendante de vous et du contexte dans lequel vous l'appliquez que vous ne pouvez jamais la réduire à une description dans laquelle tout le monde sera d'accord. Et ça, je crois que c'est un problème important. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner les descriptions? Non. Parce que vous vivez dans des contextes particuliers, vous vivez dans des situations, comme vous le dira Guy Le Botter, et il est nécessaire de pouvoir exprimer ce que l'on vit dans ces situations. Parce qu'au même titre que vous ne vous nourrissez pas de billets de banque et de pièces de monnaie,
eh bien, vous ne vous nourrirez pas des monnaies de compétences que je vais vous proposer. Ce ne sont pas elles qui résoudront les problèmes. Elles résoudront qu'un seul type de problème, c'est est-ce qu'il y a une équivalence de valeur entre telle situation et telle autre situation. Ça servira à quoi? Ça servira à prévoir une transférabilité possible, une adaptation plus ou moins forte d'un individu qui est fixé sur certaines valeurs, certains types de problèmes, de voir s'il peut aller sur certains autres types de problèmes dans des contextes différents. Ça permettra du partage, ça permettra des passages d'un monde dans un autre. Mais ça ne fera jamais le boulot. Il n'y a que le compétent qui fera le boulot et pour ça, les descriptions sont nécessaires. Donc, l'approche de la monnaie de compétences ne résout pas les problèmes des compétences, il résout un autre type de problème qui est le problème, est-ce qu'on peut faire parler ensemble des acteurs qui ont des points de vue complètement différents sur les compétences alors qu'ils partagent le même type de problème. Soit parce qu'ils les ont, soit parce qu'ils savent les résoudre, soit parce qu'ils ont des ressources qui vont faciliter la résolution. D'accord ? J'insiste bien là-dessus parce que ça me semble extrêmement important. Vous savez combien de temps que je parle là? Parce qu'il faut peut-être que je m'arrête. L'ennui, c'est que je n'ai pas fini. Et la caméra va venir. Alors. Donc, on a des problèmes. On a des... 10 minutes, très bien, 10 minutes. Il y a des besoins. Il y a des compétents. Il y a des ressources. Tout ça lié à la notion de problème. Qu'est-ce que c'est qu'un problème? Eh bien, un problème, de façon très générique, hein, pas j'ai un problème avec ma machine à laver, je n'arrive pas, etc., etc. Là, on est dans le domaine de la description. Qu'est-ce que c'est votre problème de machine à laver? C'est un problème de savoir réparer, entretenir, ménager. C'est un problème sur un objet, un produit technique. C'est un problème technique qui vous est personnel. D'accord? Donc, vous pouvez dire qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire. Donc, il peut y avoir des problèmes liés aux déficiences de l'action. Vous n'arrivez pas à faire en sorte que le résultat que vous souhaitez obtenir soit de bonne qualité. Votre truc, il continue à rester en panne malgré tous les efforts que vous faites. Déficience du résultat, mauvaise qualité du résultat. Vous sauriez très bien faire, le résultat serait bon, mais vous n'avez ni tournevis, ni clé, ni électricité, ni branchement d'eau, etc. Donc, il ne faut pas s'étonner si la machine à laver ne marche pas. Le fait est que vous n'avez pas les moyens d'aller à la solution. Donc, troisième type de repérage du problème, la déficience des moyens. Dernière chose, vous croyez avoir tout bien fait, tout vous semblait bien aller, et puis le soir, au moment où vous allez vous endormir bien fatigué, votre femme vous dit ben, tu sais, finalement, la machine, elle lave moins bien qu'avant. Hein, c'est-à-dire, le bénéficiaire n'est pas content. Ça peut arriver que ce soit l'homme qui lave le linge. Je vais essayer de me raccrocher aux branches, hein, parce que je vois des sourires féminins partout. Oui, ben effectivement, moi je fais le repassage, par exemple. Voilà. Donc, on va fixer 4 grandes dimensions pour essayer de cerner les types de problèmes. Et on va arriver à une grille. Donc, ce qu'on voudrait, c'est mettre au point quelque chose qui fait que dès que vous êtes dans un problème concret ou que vous avez une compétence concrète, vous êtes capable de dire sur quel type de problème elle est capable d'intervenir ou à quel type de problème vous pouvez réduire votre problème concret. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez en estimer la valeur? Eh bien, estimer, le mot estimer est intéressant parce qu'il appartient au domaine de l'économie, comme il appartient au domaine humain. Il n'y a rien de mieux pour un humain que d'être estimé. Hein? Et c'est bien la preuve de sa valeur, et c'est cette valeur-là dont on veut
parler. Donc, si on prend une organisation en général, eh bien, on veut avoir cette organisation, son intérêt, c'est de produire le maximum de valeur. Par exemple, si vous êtes un UIT, votre intérêt, c'est de produire le maximum de diplômés dont les diplômes seront reconnus par l'environnement socio-économique qui vous entoure. Et la valeur que vous voyez, ce n'est pas une valeur en termes de chiffre d'affaires forcément, c'est une valeur en termes de réputation. Pour un hôpital, ce n'est pas une valeur en termes de chiffre d'affaires, on aimerait bien d'ailleurs, mais c'est une valeur en termes de nombre de personnes qui ont été soignées par l'organisation elle-même, selon des contraintes qui sont celles que leur fixe la loi et l'organisation elle-même, etc., etc. Donc pour produire cette valeur, eh bien, on va voir que d'abord, il faut en dépenser, c'est-à-dire il faut en acquérir. Et ça pose le problème des acquisitions de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une organisation comme un IUT, il faut recruter des professeurs. Il faut acquérir des outils. Il faut acquérir des locaux. Il faut recruter des étudiants de qualité, etc., etc. Donc, il faut faire rentrer des choses de valeur qui vont vous coûter des dépenses importantes. Il va falloir investir dedans, investir sur des principes, des méthodes, des aides, des conférenciers malades, etc., etc. Et vous allez après faire votre affaire. Vous allez produire ce qui est au cœur même de votre organisation. Mais il faut bien voir que l'organisation ne se réduit pas à ce cœur-là. Une organisation d'enseignement ne pourrait se réduire uniquement à des activités d'enseignement. Au même titre qu'une entreprise ne peut pas se réduire uniquement à ses activités de fabrication. Si elle n'arrive pas à trouver les bonnes matières premières au moindre coût, avec les bonnes machines, les bons process, etc., etc., eh bien, elle ne va pas bien marcher. Et ensuite, c'est bien joli de fabriquer comme des petits pains des étudiants ou des machines à laver. Si vous n'arrivez pas à réaliser leur valeur sur le marché du travail, eh bien, évidemment, vous aurez perdu votre temps. Donc, au bout du compte, on est face à un schéma de ce type-là. On retrouve nos 4 grandes dimensions. Là où ça pêche pour l'action, là où ça pêche sur les résultats, là où ça pêche sur les moyens, là où ça pêche au niveau du mécontentement des bénéficiaires. Au cœur de ça, eh bien, avant, il faut tout un tas de problèmes que vous allez rencontrer liés à l'acquisition de la valeur. Au centre, la production de cette valeur. En aval, la réalisation de cette valeur. Qui doit profiter de ça en premier? Eh bien, si c'est l'organisation qui veut mettre en place un système comme ça, évidemment, ce qui conditionne, c'est le fait qu'elle va en profiter le plus possible. C'est-à-dire que, quelque part, elle va estimer qu'elle n'a pas perdu son temps à mettre en place un système de repérage de la valeur compétence. Pour que ça marche bien, eh bien, il va falloir qu'elle produise des bons étudiants. Pour cela, il faudra qu'elle ait des gens qui sachent comment leur inscrire des méthodes, des savoirs, leur faire acquérir des compétences, avec des techniques, des technologies qui peuvent évidemment, derrière le mot technologie, tout l'outillage, aussi bien conceptuel que pratique, dont on a besoin pour réaliser cette production d'enseignement. Évidemment, pour que ça soit possible, eh bien, il vous faut des humains. Dites-vous bien qu'une organisation n'a aucun sens s'il n'y a pas au moins un humain dedans. Un système intégralement robotisé ne produit pas de valeur. Hein? En tout cas, il ne la réalise pas. Si vous voulez, vous pouvez avoir un premier type de problème qui est lié au fait que vous n'arrivez pas à trouver ces humains. Deuxième type de problème, vous les avez trouvés, mais en tant qu'individu, ils ne sont pas contents.
S'ils ne sont pas contents, ben évidemment, ça vous pose des tripes de problèmes qui sont liés au fait que les individus en tant que tels sont, par exemple, pas motivés du tout. C'est difficile. Ensuite, eh ben, pour pouvoir les avoir, il faut savoir les introduire. Et pour les introduire à bon escient, il faut qu'on vous les propose. Il faut que vous soyez bien informés sur eux. Évidemment, pour tout ça, il ne suffit pas d'avoir des êtres humains qui soient contents et tout. Pour que l'organisation fonctionne, il y a une médiation entre l'information et les produits. Il faut mettre en place des savoirs, prendre des décisions, se convaincre d'un certain nombre de certitudes. Donc il y a une médiation entre les propositions et l'information qui sont des choses molles et les produits qui sont des choses concrètes qui doivent être liées avec des indicateurs forts. Évidemment, la même chose, il faut pouvoir concevoir des solutions. Il faut que les humains soient mis dans des contextes et dans des environnements qui soient favorables à l'utilisation des techniques. Et dans une organisation, les individus, ils interviennent de moins en moins tout seuls. Ils sont toujours groupés de façon significative. Je termine très vite parce que je voudrais vous dire une chose. Tout ça, c'est fait pour produire de la valeur. J'ai appelé ça du business parce que j'ai adapté cette nuit ce tableau. Et comme j'étais un peu fatigué, ce mot m'a échappé. On pourrait mettre le mot valeur ici. Ce qu'il faut au bout du compte, c'est que vous rentriez dans ce monde de la valorisation et tout. Ça se fait pour la multitude. La multitude, c'est quoi? C'est la société. C'est l'ensemble de l'éducation nationale, c'est l'ensemble du système économique. Pour ça, il faut que vous ayez des solutions, parce que contrairement à ce que vous croyez, les étudiants, ils ne sont pas à la recherche de tel ou tel savoir, ils sont à la recherche d'un package tel qui sera une solution pour eux pour arriver à leur fin, c'est-à-dire à un épanouissement personnel, etc., etc. Il faut qu'ils puissent diffuser tout ça. Si on ne peut pas diffuser, on ne réalise pas la valeur. Et par rapport à ça, les produits tout seuls, ils n'existent pas si vous ne pouvez pas les interconnecter. Votre cours, s'il ne rentre pas dans un cursus, ça ne marche pas. Votre offre d'emploi, si elle ne compose pas des ensembles de compétences, ça n'a pas de signification. Il faut que vous respectiez un certain nombre de codes dans lesquels on va mettre tous les problèmes qui sont liés aussi bien à la codification financière, juridique, légale, les normes, l'AFNOR, etc., etc. Il faut que vous ayez des alliés et des partenaires. Vous en êtes la meilleure preuve aujourd'hui. L'organisation IUT2 ne peut se valoriser au niveau global que si elle est en coopétition, en collaboration avec les autres UIT, avec l'université, avec son environnement, avec son écosystème. Et tout ça, ça fonctionne, parce que tout ça, c'est des activités qui sont complètement anthropiques, c'est-à-dire qui dépensent de l'énergie. Eh bien, il faut une contre-force, une action qui fait de la rétention d'énergie, qui remonte les choses, qui les stabilise, qui les entretient, ce que j'appellerais la gestion. À chacune de ces 20 concepts, qui ne sont pas assimilables en 3 minutes, hein, surtout que j'en ai dit peu de choses, eh bien, on fait correspondre une icône. Et avec ces icônes, on peut fabriquer des signes qui vont être comme des signes monétaires. C'est-à-dire, quand vous allez avoir une offre d'emploi, vous allez la décrire, vous allez employer un référentiel de compétences, vous allez continuer à faire ce que vous faites. Et en plus, vous allez l'associer à un certain nombre des 625 combinaisons possibles, des couleurs, des types de flèches, des types de formes, des types de volumes. Donc là, je vous en ai mis 5, parce que dans les 5, on découvre les 20 symboles. Le premier, il signifie quoi? Il signifie que vous souhaitez trouver des informations, vous avez des problèmes pour trouver des informations sur des personnes que vous aimeriez recruter, par exemple. Voilà, vous êtes en manque d'informations sur les personnes, et en marquant ça dans votre demande, tous ceux qui ont des solutions pour ça,
eh bien, vont pouvoir venir voir ce qu'il en est de votre offre en particulier. Ce qui est intéressant, c'est tous ceux. C'est-à-dire que sur votre symbole, vous allez voir arriver des individus qui prétendent avoir des méthodes, d'autres individus qui prétendent avoir des informations, d'autres individus qui prétendent avoir des logiciels qui font ça très bien, d'autres, etc., etc. C'est-à-dire que vous allez voir converger un collectif d'individus qui dit « moi, je suis capable d'intervenir sur votre problème ». Et là, vous ferez votre marché. Et peut-être vous apercevrez que la vraie résolution de votre problème ne passera pas à travers qu'une personne, mais plusieurs personnes, ce qui fait que vous résolverez, sans même vous en apercevoir, cette fameuse aporie qui existe entre les compétences individuelles et les compétences collectives, que c'est une grande foutaise qui est simplement là pour faire en sorte que des consultants gagnent un peu plus d'argent. Voilà, alors on pourrait les décliner tous, mais vous voyez, l'information qui est le nuage, on pourrait le mettre à la place de celui-là. Celui-là, il dit, ah ben moi, j'aimerais, flèche, avoir des idées. Je suis en manque d'idées, de concepts, de savoirs nouveaux, pour faire en sorte que mon groupe vive dans une meilleure ambiance. L'ambiance, c'est le vert, c'est l'environnement, c'est la couleur du fait, ce que j'appelle le pays de connaissance. Le pays de connaissance, c'est les machines vous sont familières, les méthodes vous sont familières, la langue vous est familière, l'espace vous est familier. C'est indispensable, on n'y pense pas beaucoup. On croit qu'il suffit souvent de donner un ordinateur à quelqu'un, puis de lui dire, tu vois, il y a tout dedans, alors maintenant tu te mets au boulot. Non, quelle va être l'ambiance avec les collègues, etc., etc. Et là, en groupe, la notion de groupe est nommée par l'octaèdre que vous devinez. La notion de savoir par cette étoile. Et la notion de conception par ce flash. Je pourrais prendre chacun de ces symboles et le distribuer sur les autres. Là, j'ai une boîte jaune. La boîte, c'est l'organisation. C'est elle qui souhaite profiter. Donc la boîte, elle a un problème. Elle a un problème parce que ses produits, écrous, ils ne sont pas bien produits. La double flèche qui montre l'idée de la répétition de la production. Dans son environnement technique, jaune. Voilà. Donc si vous remélangez tous, vous faites apparaître 625 monnaies, et au bout du compte, je termine là-dessus pour le monsieur qui va me couper la tête. Au bout du compte, là, on a fait une expérience sur, certains connaissent peut-être, le répertoire opérationnel des métiers et des emplois. Il y a 632 fiches de ce qu'on appelle le ROM, que vous retrouvez ici, auquel, ah ben non, je n'ai pas d'accès à Internet, auquel on pourra aller consulter les fiches. Chacune de ces fiches est associée à un des symboles. Donc là, on n'a pas mis les images, on a mis la symbolique. Chaque concept est associé à une lettre. Donc COF, moi je sais que COF, ça veut dire problème humain au niveau des équipes, parce que les connexions ne sont pas bonnes entre les personnes. D'accord ? Moi, ça me semble parfaitement clair comme type de problème qu'on peut rencontrer. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que comme les 532 listes ont leur liste de compétences, si je puis dire, il faut voir quelle image ça fait globalement. C'est-à-dire quelle est l'allure du capital. Eh bien, l'allure du capital, évidemment, puisque ce n'est pas une valeur quantitative, ça doit être une valeur qui vous inspire du sens. Parce que la connaissance, elle sert à inspirer du sens. D'accord ? Elle sert à vous donner du sens. Elle sert à vous orienter. Et donc là, ça vous donne le sens global des 532 fiches métiers du ROM. Elles ont très peu de choses en commun. Ce qu'elles auraient en commun, il faudrait pouvoir l'explorer. On n'en a absolument pas le temps, j'ai bien compris. Mais on voit qu'il y a des branches, des fiches qui vont vers ce secteur de type de problème,
d'autres vers celui-là, qu'elles se différencient, qu'elles ont des proximités entre elles, que si j'en prends une, je peux voir où elle se situe, de quelle autre fiche elles vont se trouver proches. Et si moi, comme étudiant, je me dis, mais les problèmes que j'aime résoudre, ce sont ceci, cela, ce que l'on fait dans le projet FreeROM avec l'IUT2, qui consiste à soumettre les étudiants à un petit questionnaire, qui très rapidement leur permet de construire leur liste de valeurs, leur liste de monnaies, et qui, à partir de ce moment-là, leur disent tout de suite, eh bien, j'irai bien vers tel ou tel type de métier, et derrière ces métiers, je pourrai trouver tel et tel type d'offres d'emploi. Voilà à quoi pourrait servir une monnaie de la compétence, essentiellement à vous situer, à vous orienter, à calculer votre intérêt, à vous mettre mieux à la disposition des autres, à faire des offres plus pertinentes et à valoriser vos ressources. Je suis désolé d'avoir été si long.